Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de l'information. Brièvement, l'actualité reste marquée ce jour par l'interpellation de 5 responsables de la Société nationale de raffinage du Cameroun. Il leur est reproché de n'avoir pas souscrit une police d'assurance au moment du drame qui a consumé plusieurs unités de production de cette Sonara. Et puis rappelant que les Lions indomptables du Cameroun ont réussi leur entrée à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les Lions ont réussi à remporter leur première rencontre face à la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Ouvrons cette édition de l'information par cette actualité en provenance de la Société nationale de raffinage du Cameroun. 5 hauts responsables de cette société d'État ont été placés en garde à vue. Il leur est reproché de n'avoir pas souscrit une police d'assurance au moment du drame survenu le 31 mai au soir. Reportage. Selon des sources bien introduites, 5 hauts responsables de la Société nationale de raffinage du Cameroun ont été placés en garde à vue dans la brigade de gendarmerie de Limbé dans le sud-ouest du Cameroun. Le directeur de l'exploitation, Marie Tiako, ses collègues en charge de la maintenance, de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement et de l'inspection. La directrice des finances et de la comptabilité, Véronique Kenny, ainsi que le chef de projet phase 1 étaient auditionnés dans le cadre du grave incendie ayant ravagé les installations de la société publique le 31 mai au soir. Il leur est reproché de n'avoir pas effectué la souscription dans les délais des polices d'assurance de la Sonara au moment du drame. Et au rythme où vont les investigations, certains observateurs en sont déjà à redouter une erreur d'aiguillage que le diagnostic qui découle de la commission d'enquête mise sur pied le 11 juin par le Premier ministre Joseph John Gouté sur instruction du président de la République Paul Biya en vue d'examiner les causes de l'incendie et d'établir les responsabilités et de prescrire des mesures permettant d'éviter un pareil sinistre à l'avenir ne s'arrête à de seconds couteaux. En attendant les réelles conclusions de cette enquête, certains sont désormais à tenter de comprendre la désinvolture ayant entouré la souscription de ces polices de protection pour une société aussi sensible. Au sujet de la crise sécuritaire au Cameroun, l'Organisation des Nations Unies spécialisée dans l'enfance, l'UNICEF, dresse le bilan lors de la conférence de presse qui a été donnée le week-end dernier. Toby Fonker, le porte-parole de cette organisation onusienne, affirme que plus de 600 000 enfants sont privés d'éducation dans les régions chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Praxed de Toulou. Reportage. Des milliers de jeunes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas mis les pieds dans une salle de classe depuis 3 ans, en raison de l'interdiction de l'éducation par des groupes armés du mouvement sécessionniste, a entre autres affirmé Toby Fricker. Il a en outre révélé qu'au moins 74 écoles ont été détruites, tandis que les élèves, les enseignants et le personnel scolaire ont été exposés à la violence, aux enlèvements et à l'intimidation par des groupes armés dans les 2 régions en crise. En répondant à une question de journaliste, il poursuit dans son bilan que depuis 2018, plus de 300 élèves et enseignants ont été enlevés. Après des expériences traumatisantes, ils ont été tous relâchés par la suite. 80% des écoles ont été fermées, touchant plus de 600 000 enfants à travers le nord-ouest et le sud-ouest. Le ciblage de l'éducation met en danger l'avenir de toute une génération d'enfants, a déploré le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ils courent au plus grand risque d'être recrutés par des groupes armés et sont plus susceptibles d'être exposés au mariage d'enfants, aux grossesses précoces et au traumatisme. Également à la détresse émotionnelle de longue durée que ces expériences entraînent, a-t-il souligné. L'agence de l'Organisation des Nations Unies chargée de l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants plaide pour que les écoles et les salles de classe puissent offrir aux enfants des espaces sûrs pour apprendre, pour être avec leurs amis et pour retrouver un sentiment de normalité dans leur vie quotidienne. Face à cette situation de crise, l'UNICEF appelle toutes les parties au conflit à protéger tous les enfants et leurs familles et permettre l'accès humanitaire à toutes les personnes dans le besoin, conformément au droit international humanitaire. Le fonds exhorte aussi à protéger et rouvrir les écoles et assurer les espaces d'apprentissage sûrs pour les enfants sans condition, a déclaré Toby Fricker. L'organisation annonce qu'elle a besoin de 20 millions de dollars
pour répondre efficacement à l'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest cette année. Les populations de Lok-Bessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, menacées par un ravin devenu au fil du temps un véritable cratère. Une situation dangereuse qui a amené les autorités communales à sommer les populations riveraines à déguerpir. L'objectif de cette opération étant de stabiliser le ravin et de sécuriser les populations riveraines. Frédéric Moutomé et Étienne Monté. Le ravin de Lok-Bessou, dans le 5e arrondissement de Douala, poursuit dangereusement sa progression. Ce qui était encore considéré ici comme un simple trou béant s'est transformé au fil des années et en raison des intempéries en un véritable cratère à ciel ouvert. En fait, le drain ici, c'était encore tout juste loin là-bas en bas, depuis l'année passée. De là-bas jusqu'ici se retrouve cette pluie qui monte jusqu'à qui casse comme cela. Donc quand c'était encore loin là-bas au fond, si on intervenait à temps, c'est qu'on n'est même pas à ce niveau. Puisque quand c'était loin là-bas au fond, ça cassait plutôt de l'autre côté. Vous voyez non, on a versé les cailloux de l'autre côté là-bas et on a négligé le côté-ci. Bon, et c'est quand on néglige le côté et quand on verse les cailloux là-bas, ça ne casse plus là-bas que ça revient maintenant commencer à casser par ici. À Lok-Bessou, le vécu autour de ce ravin est devenu insupportable. Ici, les riverains dorment de la peur grande dans le ventre, surtout que des maisons sont englouties quasi quotidiennement. Oui, j'ai vu le ravin, mais le bailleur m'a rassuré que non, ça n'allait pas évoluer. Bon, l'espoir quand même de l'homme noir. Et on avait espoir que ça devait continuer de l'autre côté. Bon, on ne savait pas que ça devait arriver devant chez nous. Et ce n'était pas encore à ce niveau, si c'était encore... La maison n'était pas encore tombée. Non, la maison n'était pas encore tombée. C'est la semaine passée que la maison est tombée. Pour ces riverains, bien que l'action des autorités administratives et même communautaires est salutaire, elles ne savent plus à quel sens se vouer et où aller qu'à prix de court. Monsieur, je ne sais pas ce que fait parce que mon boss est très dur. Je ne sais pas si pour demander une avance de salaire ou pas. Et là, maintenant, je suis coincé main au point lié parce que je ne sais pas où aller. C'est ça mon problème. C'est quoi faire? Mes parents ne sont pas dans l'endroit là. Et je suis ici seul pour me battre. Imaginez un peu mes pauvres ma frère. Au-delà de ces demandes formulées par les populations et surtout face à la gravité et la dangerosité du site et de l'inconfort de ses habitants, les autorités communautaires qui sont descendues sur le terrain ont prescrit une batterie de mesures, parmi lesquelles le déguerpissement forcé de ces familles, appuyé de la sécurisation du site. On a commencé par délimiter une zone de sécurité. Nous avons invité nos compatriotes à libérer cette zone et l'entreprise s'est déployée tout de suite sur le terrain pour commencer la sécurisation de ce ravin. La première phase de sécurisation du ravin de Lok-Bessou dans l'arrondissement de Douala 5e a donc été enclenchée par les grands engins mis à disposition par la ville de Douala et surtout en ce début de saison de pluie. Reste à espérer que ces travaux ainsi engagés se poursuivent sereinement et produisent les effets escomptés. Le vitiligo n'est pas une fatalité. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, a célébré ce 25 juin 2019 la journée mondiale du vitiligo. Il s'agit d'une pathologie très peu connue au Cameroun et dont les effets sont pourtant visibles sur l'épiderme. Praxet Toulou nous en dit davantage. La peau fortement dépigmentée, le regard terne, un teint marqué par un contraste de coloration qui suscite parfois le rejet et la stigmatisation de la société environnante. Tel est le calvaire que vivent les personnes atteintes de la maladie du vitiligo, une pathologie cutanée rare qui s'explique par la perte des cellules de la peau qui produisent un pigment colorant. Le vitiligo est une maladie de la peau qui attaque les cellules de la peau, c'est celui qu'on appelle les mélanocytes, qui sécrètent le pigment qu'on appelle la mélanine. Et c'est ce pigment qui est responsable du couleur de la peau. Et c'est une maladie qui attaque la peau et qui est caractérisée par les taches blanches, un peu dures, et ces taches qui apparaissent progressivement. Et ces taches ne sont pas douloureuses, c'est ça le problème. Les taches ne sont pas douloureuses, mais elles sont très dangereuses pour la santé. Elle touche 0,5 à 1% de la population mondiale. Le vitiligo s'attaque aux hommes, aux femmes ainsi qu'aux enfants. D'ailleurs, de nombreuses personnalités et autres stars mondialement reconnues en ont payé les frais.
en l'occurrence le défunt roi de la pop. Depuis des années, les professionnels de la médecine tentent de trouver la solution idoine à cette maladie. Mais jusqu'ici, aucun traitement n'a été trouvé pour stopper la propension de cet art. Le vitiligo est souvent minimisé, et puisque comme c'est une maladie qui ne donne pas la douleur, beaucoup de personnes vont se rendre compte quand tout le corps est envahi par les taches. Et même, je peux dire, ce n'est pas seulement les malades qui minimisent cette maladie, même les médecins, je peux dire, il y a encore une insuffisance dans la prise en charge, surtout par les médecins. Alors qu'il s'agit d'une maladie qui a un impact très négatif sur la qualité de vie de certaines personnes qui sont atteintes. Parce que quand une personne se retrouve avec les taches, et la plupart des cas, c'est gênant. Toutefois, pour la World Vitiligo Day, association internationale qui regroupe en son sein des personnes atteintes, des médecins chevronnés, il faut militer pour l'éradication à travers des campagnes et des consultations. Par ailleurs, l'association invite les malades à avoir le moral haut et dénonce la stigmatisation, la discrimination et le rejet des victimes. Rappelons que la Journée mondiale du vitiligo se célèbre tous les 25 du mois de juin et qu'elle est une opportunité plus que jamais de dire aux personnes atteintes par cette maladie qu'elles sont des êtres humains à part entière et non entièrement à part. Sur les causes et les symptômes du vitiligo, nous vous proposons à présent d'écouter de manière plus exhaustive un spécialiste de la santé qui s'exprime au micro de notre reporter Praxed de Toulouse. La prise en charge, d'abord, il existe d'abord plusieurs types de vitiligo, parce que la prise en charge, ça dépend du type de la maladie de vitiligo. Il y a un vitiligo segmenté, il y a un vitiligo généralisé, il y a un vitiligo universaliste. Le vitiligo segmenté, c'est ce qui est localisé sur le côté du corps. Par exemple, si une partie du visage, du haut du corps, d'une jambe ou d'un bras. Il y a aussi le vitiligo généralisé qui envahit tout le corps. Tout le corps. Il y a aussi le vitiligo qu'on appelle universaliste, plus large, qui s'étend rapidement et peut toucher presque la totalité du corps. Et maintenant, quand tu as pris en charge, il faut voir maintenant la cause, parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a un vitiligo auto-immune. Quand on dit auto-immune, c'est-à-dire que les personnes atteintes de ce vitiligo produisent des anticorps anormaux qui s'attaquent directement, je peux dire, aux cellules qui sont normaux au niveau de leur organisme. Il y a maintenant le vitiligo génétique. C'est l'hypothèse, une hypothèse génétique. Cette accumulation anormale entraînerait une autodestruction de ces cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui sont chargés de donner la couleur à la peau, puisque notre peau a ces cellules qui nous donnent la caractéristique que surtout nous, les Noirs, nous avons ces cellules qui sont très nombreuses. Et il y a aussi les facteurs environnementaux qui peuvent aussi causer aussi le vitiligo. Quand il faut maintenant traiter, il faut maintenant jouer sur ces aspects que je viens de dire, les causes. Si c'est auto-immune, là il y a ce qu'on appelle les crèmes corticoïdes qui peuvent aider. On peut m'arriver jusqu'à la photothérapie dans la prise en charge. En dehors de la photothérapie, on peut même utiliser, on peut m'arriver même jusqu'à la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, et ce qui concerne de faire la transplantation, je peux dire remplacer ces parties de la peau qui sont atteintes par les greffes de la peau. Rappelons que parmi les plus célèbres patients atteints du vitiligo, il y avait l'ancien pop star Michael Jackson qui avait été atteint par cette maladie.
L'auteur du tube à succès Thriller n'avait d'ailleurs pas caché au monde entier ses problèmes épidermiques et tout naturellement avait pu se soigner à l'issue de plusieurs opérations chirurgicales. Hasard de calendrier, c'est exactement ce 25 juin que se célèbrent les 10 années du décès de la pop star qui s'est éteint à Los Angeles. C'était un 25 juin 2009. Prenons des nouvelles de Yaoundé à présent, où le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi s'est concerté avec les patrons de médias. À la une de cette rencontre, la responsabilité des journalistes en temps de crise. Le patron de la communication a insisté sur les dérives observées depuis quelque temps dans plusieurs supports médiatiques au Cameroun, interpellant par ricochet les patrons de médias sur l'importance et l'urgence de revoir les méthodes éditoriales, déontologiques et des méthodes éthiques liées à la profession de journalistes. René Emmanuel Sadi a également demandé aux journalistes de ne pas être des oripeaux, invitant ces derniers à pratiquer le métier suivant les canons de l'art. René Emmanuel Sadi, dans cette rencontre avec les patrons de médias, a également insisté sur la notion de la République qui doit désormais aiguillonner la plupart des rédactions d'articles en temps de crise. Je vous propose donc de revenir de manière plus exhaustive sur cette première rencontre de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, qui rencontrait d'ailleurs à ce sujet pour la première fois les patrons de médias depuis son arrivée au sein de ce département ministériel à la faveur du réaménagement du gouvernement. C'était le 4 janvier 2019. Reportage. Quelques difficultés avec cet élément. On vous donne quelques nouvelles cette fois-ci en actualité sportive. D'abord pour vous indiquer qu'effectivement les Lions indomptables du Cameroun ont effectué leur entrée de manière brillante lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Des Lions indomptables qui ont donc réussi à obtenir de manière le succès à l'issue de la toute première rencontre. Une rencontre face à la Guinée-Bissau qui s'est donc soldée sur le score de 2-0. Une entrée en matière réussie donc pour l'équipe fanion du Cameroun. Rappelons que pour cette toute première rencontre, les buts du Cameroun ont été marqués par Yaya Banana et Stéphane Baoken. Une rencontre qui faisait office d'entrée en matière pour les Lions indomptables du Cameroun qui sont donc les vainqueurs et attendus au tournant de cette rencontre, de cette compétition continentale africaine qu'est la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, compétition à laquelle ils doivent défendre leur titre qui a été acquis de haute lutte. C'était du côté du Gabon. Nous vous donnons également des nouvelles dans cette édition de l'information ce soir du handball pour préciser que les sourds-muets ils sont illustrés. C'était à Yaoundé, la capitale et politique du Cameroun, dans le cadre de la finale marquant la clôture de la saison sportive. La rencontre s'est disputée en présence de plusieurs représentants du ministre en charge des sports et de l'éducation physique, Mohamed Molu, pour les détails. Nous sommes ici au CETIF de Yaoundé où s'est disputée la finale 2019 de la Coupe du Cameroun de handball messieurs pour sourds. La fédération, à travers ces rencontres, a tenu à clôturer sa saison pour ce qui est de la Coupe à travers cette affiche très enlevée. Ici, en jaune, Jos de Yaoundé et Unisport de Douala en vert. 10 buts partout pendant la mi-temps, 19-19 durant les 1 heure de jeu et 2-1 à l'issue des tirs au but. On dira simplement que Jos de Douala a tiré son épingle du jeu. Le ministre des Sports, bien qu'étant absent, s'est fait représenter valablement. Le sport au Cameroun se pratique parmi toutes les catégories sociales. Il n'y a pas une catégorie qui est délaissée. Aujourd'hui, vous venez d'assister à une belle rencontre d'un niveau élevé en handball pour sourds. Je crois qu'il faut féliciter les encadreurs qui prennent de leur temps pour conduire ces jeunes à produire un tel résultat. J'étais encore en train de répéter à ceux qui m'ont accompagné que j'essaierai même de participer au championnat civil d'élite de la Fédération camerounaise de handball. Je crois que
Aujourd'hui, on retient que tout le monde, les déficients auditifs également, ont leur place sur l'échiquier sportif national. Il est donc important de signaler que c'est suite à une circulaire du patron des sports que les finales se disputent donc au cours de ce mois de juin dans les différentes fédérations civiles nationales et sportives. Rendons-nous au présent en Afrique du Sud, c'est hors de nos frontières. L'Afrique du Sud qui possède l'une des plus grandes collections de graffiti grâce au West Dunham Graffiti Project, un projet communautaire où les résidents font don de leurs murs à des artistes confirmés. Africa News. West Dean, une banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud, est en train de devenir un petit paradis pour les amateurs de graffiti. La région possède l'une des plus importantes collections de graffiti du pays, tout ça grâce au West Dean Graffiti Project, un projet communautaire où les résidents font don de leurs murs à des artistes confirmés. Nous essayons aussi d'autonomiser notre communauté grâce à l'art. On dit aux jeunes, pourquoi s'attirer des ennuis? Commençons maintenant à communiquer avec les propriétaires de ces immeubles. Créons une relation avec eux avant d'utiliser leur surface. Le projet est sans précédent dans ce domaine et de plus en plus de résidents offrent leurs murs à repeindre. D'après notre expérience, c'est la première fois qu'un projet comme celui-ci est réalisé, où des gens donnent volontairement leurs murs à des artistes graffeurs pour qu'ils viennent y travailler et donner leur temps et leurs compétences. Leur art, comme vous pouvez le voir à West Dean, si vous voyez tout leur art, c'est vraiment un très beau travail, un travail qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs à notre connaissance. Alors que les graffitis ont longtemps été synonymes de vandalisme, peu à peu, les mentalités semblent s'adapter. Je pense que les gens ont commencé à accepter le graffiti comme une forme d'art, mais avant ils ne connaissaient pas le graffiti, donc ils nous voyaient comme des rebelles, comme des punks, des gens qui sont là pour rien. Mais aujourd'hui nous partageons nos expériences avec la communauté. Jusqu'à présent, plus de 50 œuvres d'artistes importants ont orné les murs des maisons de toute la banlieue et le graffiti est en train de devenir une forme d'art communément acceptée en Afrique du Sud. Deuxième destination touristique mondiale après la France, l'Espagne qui a accueilli en 2017 près de 8 millions de touristes doit désormais faire face à une rude concurrence. Les détails de nos confrères d'Euronews. Barcelone, Madrid, Séville, Valence et bien d'autres. Autant de destinations qui enchantent les touristes du monde entier. Un attrait pour l'Espagne qui se constate dans les chiffres. En 2017, le pays de Cervantes a accueilli près de 82 millions de touristes, son record historique. L'Espagne est donc la deuxième destination touristique mondiale après la France et se place devant les États-Unis, la Chine et l'Italie. Seulement, plusieurs facteurs inquiètent les professionnels du tourisme. Le premier, la concurrence se fait rude. Nous sommes confrontés à la résurgence de nos principaux marchés concurrents, tels que la Turquie, l'Égypte ou la Tunisie, qui nous ont en quelque sorte prêté des touristes ces dernières années. Autre source d'inquiétude, le Brexit. Actuellement, près d'un touriste sur 5 vient du Royaume-Uni. Que se passera-t-il le 31 octobre, date de la sortie du pays de l'Union européenne ? De toute évidence, le Brexit, et particulièrement s'il s'agit d'un Brexit dur, va beaucoup affecter le portefeuille des touristes britanniques et leurs déplacements dans le monde entier. Aujourd'hui, le poids du tourisme dans l'économie espagnole est colossal. Il représente près de 20% du produit intérieur brut. Le secteur génère également beaucoup d'emplois, environ 2,3 millions. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui ont constitué le contenu. D'abord, ces 5 responsables de la Société nationale de raffinage du Cameroun gardés à vue. Il leur est reproché de n'avoir pas souscrit à une police d'assurance avant le drame survenu le 31 mai dernier qui avait fait plusieurs dégâts importants au niveau de la Société nationale de raffinage du Cameroun. Et puis, nous l'avions annoncé, placés en garde à vue, réussissent leur entrée en force lors de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les poulains du coach néerlandais
Clarence-Seedorf ont réussi à battre la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. 2 buts inscrits par Yaya Banana et Stéphane Baoken. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.